Un claquement sec, semblable à un coup de tonnerre, déchira le silence feutré de la cabine de première classe. Julien Moreau, pétrifié, sentit sa joue brûler sous l'impact. La douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation qui l'envahissait, comme une vague submergeant un rivage fragile. L'homme âgé qui venait de le frapper, Henri Dubois, un chirurgien de renom, le fixait avec un rictus de mépris. « Tu n'as rien à faire ici », cracha-t-il, sa voix tremblante de rage contenue, ses mots aussi tranchants que le geste qu'il venait de commettre. Les regards des autres passagers, figés dans une stupeur collective, semblaient peser sur Julien, amplifiant le poids de l'instant. Dans cette cabine luxueuse d'un vol Air France reliant Paris à San Francisco, où le champagne coulait et les conversations feutrées masquaient les tensions, cet acte de violence raciale venait d'exposer une vérité brutale. Même la richesse et le statut ne pouvaient protéger Julien de la haine viscérale qui persistait dans certains cœurs. À ses côtés, son père, Antoine Moreau, milliardaire technologique et philanthrope respecté, posa une main ferme mais apaisante sur son bras. « Reste calme, Julien », murmura-t-il, sa voix grave et mesurée, comme s'il avait anticipé ce moment. Mais comment rester calme face à une telle injustice? Comment ignorer cette blessure, non pas sur la joue, mais dans l'âme? Julien, fils d'un homme qui avait bâti un empire à partir de rien, un homme noir qui avait conquis les cercles les plus exclusifs de la société française, sentit une colère sourde monter en lui. Pourtant, il ne bougea pas encore. Ce n'était que le début, le prélude d'une tempête qui allait secouer non seulement ce vol, mais tout un pays, révélant les fractures profondes d'une société qui se targuait de liberté, d'égalité et de fraternité. Julien Moreau, 32 ans, était un homme habitué aux regards scrutateurs, aux murmures à peine voilés dans les salons huppés de Paris ou les conseils d'administration. Fils d'Antoine Moreau, premier homme noir à posséder une équipe de football de Ligue 1, il avait grandi dans l'ombre d'un père qui lui avait appris à naviguer dans un monde où l'excellence était souvent exigée 2 fois plus de lui que des autres. Julien, avec son costume sur mesure signé Dior et son charisme discret, incarnait cette élégance française mêlée d'une détermination forgée par les épreuves. Ce vol, censé être une simple escapade professionnelle vers la Silicon Valley, était devenu, en un instant, un théâtre de confrontation. Henri Dubois, l'homme qui l'avait giflé, était un chirurgien thoracique de renom, une figure respectée dans les cercles médicaux parisiens. Âgé d'une 60aine d'années, avec ses cheveux argentés et son air d'autorité naturelle, il semblait appartenir à une époque révolue, où les privilèges de sa classe et de sa couleur de peau allaient de soi. Pourtant, son geste n'était pas un simple éclat de colère. C'était une manifestation de quelque chose de plus profond, d'une rancune ancrée dans une vision du monde où Julien, malgré sa richesse et son statut, restait un intrus. Dans la cabine, l'atmosphère était lourde. Les autres passagers, un mélange d'hommes d'affaires, de célébrités mineures et de voyageurs fortunés, évitaient soigneusement de croiser le regard de Julien. Certains baissaient les yeux sur leurs tablettes, feignant d'ignorer la scène. D'autres échangeaient des regards gênés, hésitant à intervenir. Sophie Martin, une hôtesse de l'air expérimenté, s'approcha avec prudence, son sourire professionnel vacillant légèrement. « Monsieur, tout va bien ?» demanda-t-elle à Julien, sa voix tremblante révélant son malaise. Elle jeta un regard furtif à Henri, qui s'était rassis, ajustant son veston comme si de rien n'était. Julien, la joue encore rouge, hocha la tête, mais ses yeux brûlaient d'une colère contenue. À ses côtés, Antoine, toujours maître de lui-même, observait la scène avec une sérénité presque surnaturelle. « Laissez, Sophie, » dit-il doucement, son accent parisien raffiné contrastant avec la tension ambiante. « Ce n'est pas votre faute. » Sophie, une femme d'une 40aine d'années avec une élégance discrète, hocha la tête et s'éloigna, mais son regard trahissait une profonde inquiétude. Elle avait vu beaucoup de choses en 20 ans de service, mais jamais une telle explosion de haine dans l'espace confiné d'une cabine de première classe. Parmi les passagers, une jeune femme, Claire Dubois, observait la scène avec une honte croissante. C'était la fille d'Henri, venue accompagner son père à une conférence médicale à San Francisco. À 25 ans, Claire, doctorante en sociologie à la Sorbonne, avait passé sa vie à admirer les prouesses professionnelles de son père, tout en s'efforçant de comprendre ses préjugés. Elle murmura un « Papa, arrête »
presque inaudible, mais Henri l'ignora, son visage fermé. Claire, avec ses cheveux châtains attachés en un chignon soigné et ses lunettes à monture fine, se sentait déchirée. Elle voulait défendre Julien, mais la loyauté familiale la retenait. À quelques sièges de là, Paul Lefebvre, un journaliste indépendant dans la trentaine, avait déjà sorti son téléphone, filmant discrètement la scène. Paul, connu pour ses enquêtes sur les inégalités sociales, sentit immédiatement que cet incident allait au-delà d'une simple altercation. Il voyait dans les yeux de Julien une histoire plus vaste, celle d'un homme confronté à une injustice qui dépassait sa personne. Julien, quant à lui, luttait pour garder son calme. Les mots d'Henri résonnaient dans son esprit. « Tu n'as rien à faire ici. » Ces mots, il les avait entendus sous d'autres formes, dans d'autres contextes. À l'école, lorsqu'un professeur doutait de ses capacités malgré ses notes excellentes. Dans les réunions d'affaires, lorsque des partenaires le regardaient avec suspicion, comme s'il avait volé sa place. Même dans les restaurants étoilés de Paris, où les serveurs semblaient hésiter avant de lui tendre la carte des vins. Mais ici, à 30 000 pieds d'altitude, dans l'espace confiné d'un avion, il n'y avait nulle part où fuir. Il toucha sa joue, encore brûlante, et croisa le regard de son père. Antoine, avec ses tempes grisonnantes et son aura de sagesse, semblait lire dans ses pensées. « Julien, murmura-t-il, ce n'est pas le moment de réagir avec colère, c'est ce qui l'attend. » Mais Julien n'était pas sûr de pouvoir suivre ce conseil. La colère bouillonnait en lui, non pas seulement à cause de la gifle, mais à cause de ce qu'elle représentait. Des siècles de mépris, d'exclusion, de jugements fondés sur la couleur de sa peau. Quelques minutes plus tôt, avant que la situation ne dégénère, l'ambiance dans la cabine était presque festive. Les hôtesses servaient des coupes de champagne Laurent Perrier, et les conversations allaient de bon train. Julien et Antoine discutaient à voix basse de leur prochaine réunion avec des investisseurs américains. À quelques rangées, Henri Dubois échangeait des banalités avec un autre passager, un homme d'affaires nommé Étienne Laurent, qui vantait ses récents succès dans l'immobilier. Henri, avec son arrogance habituelle, avait monopolisé la conversation, vantant ses propres mérites en tant que pionnier de la chirurgie thoracique. « Savez-vous que j'ai opéré le cœur d'un ministre ?» avait-il lancé, un sourire satisfait aux lèvres. Étienne, un homme corpulent au costume légèrement trop serré, avait ri poliment, mais Julien avait remarqué le ton condescendant d'Henri. Il avait déjà entendu ce genre de vantardise, cette manière qu'avaient certains de rappeler leur supériorité à chaque instant. L'incident avait commencé de manière presque anodine. Alors que l'avion décollait, Henri, qui avait demandé à être servi en premier en raison de son emploi du temps chargé, s'était agacé lorsque Sophie avait d'abord proposé un verre à Julien. « Vous ne savez pas qui je suis ?» avait-il lancé, son ton sec faisant sursauter l'hôtesse. Julien, qui avait poliment décliné le champagne, avait senti le regard d'Henri se poser sur lui. Un regard lourd, chargé de jugement. « Certains d'entre nous ont des responsabilités plus importantes que d'autres », avait marmonné Henri, assez fort pour que Julien l'entende. Antoine, toujours impassible, avait posé une main sur l'épaule de son fils, un geste qui signifiait « Ignore-le ». Mais Julien n'avait pas pu ignorer la tension croissante. Lorsque Henri s'était levé pour récupérer son sac dans le compartiment à bagages, il avait bousculé Julien, sans un mot d'excuse. Et puis, sans crier gare, il avait levé la main et frappé. Le silence qui suivit la gifle était assourdissant. Même les moteurs de l'avion semblaient s'être tus. Sophie, revenue précipitamment, tenta de calmer la situation. « Monsieur Dubois, je vous en prie, retournez à votre siège, » dit-elle, son ton ferme mais nerveux. Henri, le visage rouge, pointa un doigt accusateur vers Julien. « Cet homme n'a pas sa place ici !» répéta-t-il, sa voix montant dans les aigus. Claire, sa fille, se leva à moitié, les joues écarlates. « Papa, ça suffit !» lança-t-elle, mais sa voix se perdit dans le brouhaha. Paul, le journaliste, continuait de filmer, son téléphone dissimulé derrière une revue. Julien, lui, sentit une chaleur envahir son corps, un mélange de honte et de rage. Il voulait répondre, crier, exiger des excuses, mais les mots de son père résonnaient encore. « Reste calme. »
Antoine, avec son calme légendaire, observait Henri avec une intensité froide. Il connaissait ce genre d'hommes. Il les avait affrontés toute sa vie, dans les conseils d'administration, dans les cercles politiques, dans les restaurants huppés des Champs-Élysées. Des hommes qui voyaient sa réussite comme une menace, son existence comme une anomalie. Mais Antoine avait appris à transformer ses affronts en carburant pour avancer. Il avait bâti un empire technologique, investi dans des causes philanthropiques et même acheté un club de football, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce qu'il croyait en un monde où chacun pouvait trouver sa place. Il avait élevé Julien dans cet esprit, lui enseignant que la véritable force résidait dans la dignité, pas dans la colère. Pourtant, en regardant son fils, il voyait une lueur différente dans ses yeux. Julien n'était plus l'adolescent timide qui évitait les conflits. Il était un homme, prêt à tracer sa propre voie. Dans la cabine, les murmures reprirent peu à peu. Certains passagers, mal à l'aise, se tournèrent vers leurs hublots, comme si le ciel bleu pouvait effacer ce qu'ils venaient de voir. D'autres, comme Étienne, l'homme d'affaires, semblaient hésiter à intervenir. « Ce n'est pas acceptable », murmura-t-il finalement, mais sa voix manquait de conviction. Sophie, quant à elle, s'adressa à l'interphone. « Capitaine, nous avons une situation en première classe. » Sa voix, bien que professionnelle, trahissait une urgence contenue. Julien, toujours immobile, sentit le regard de Claire sur lui. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Paul, le journaliste, rangea son téléphone, un sourire discret aux lèvres. Il savait qu'il tenait une histoire, une de celles qui pouvaient changer les choses. Alors que l'avion poursuivait sa route à travers l'Atlantique, Julien prit une profonde inspiration. Il savait que ce moment n'était pas seulement le sien, c'était celui de son père, de sa communauté, de tous ceux qui avaient été jugés pour ce qu'ils étaient et non pour ce qu'ils avaient accompli. La gifle d'Henri Dubois n'était pas qu'un acte isolé. C'était le symptôme d'un mal plus profond, d'une société française qui, malgré ses idéaux, continuait de lutter avec ses propres contradictions. Julien croisa le regard de son père, et pour la première fois, il vit une lueur d'approbation dans ses yeux. Antoine ne disait rien, mais son silence parlait plus fort que n'importe quel discours. Ce n'était que le début, et Julien le savait. Ce vol, cette gifle, allait devenir bien plus qu'un incident. Ce serait le point de départ d'une bataille qu'il était prêt à mener, non pas avec ses poings, mais avec sa voix, sa dignité, et la force de ceux qui l'avaient précédé. Un crépitement soudain brisa le silence oppressant de la cabine de première classe, comme une braise attisant un feu prêt à s'embraser. « Mesdames et messieurs, nous avons une urgence médicale en classe économique. Si un médecin est à bord, veuillez vous signaler immédiatement, » annonça Sophie Martin, l'hôtesse de l'air, d'une voix où perçait une tension contenue. Julien Moreau, encore secoué par la gifle d'Henri Dubois, sentit son cœur s'accélérer. Une chaleur familière montant en lui, mélange de colère et d'incrédulité. Sa joue, bien que moins douloureuse, portait encore la marque de l'humiliation, un stigmate invisible qui semblait s'étendre à tout son être. À ses côtés, son père, Antoine Moreau, milliardaire technologique et figure respectée de la société française, restait impassible, son regard fixé sur l'horizon invisible à travers le hublot. Henri Dubois, le chirurgien thoracique qui avait osé lever la main sur Julien, ajustait ses lunettes avec une nonchalance arrogante, comme si l'appel urgent ne le concernait pas. Dans cette cabine luxueuse d'un vol Air France reliant Paris à San Francisco, l'incident de la gifle n'était que le prélude d'une tempête bien plus vaste. Ce qui se jouait maintenant allait au-delà d'une simple altercation. C'était une confrontation entre des mondes, des valeurs, des visions d'une société française qui se voulait égalitaire, mais qui, dans cet espace confiné à 30 000 pieds d'altitude, révélait ses fractures les plus profondes. Sophie, avec son chignon impeccable et son uniforme bleu marine impeccablement repassé, traversa l'allée à pas rapides, son visage trahissant une anxiété qu'elle s'efforçait de masquer sous un professionnalisme rodé. Elle s'arrêta devant le siège d'Henri, ses mains jointes pour dissimuler leur léger tremblement. « Docteur Dubois, nous avons besoin de votre expertise. Un passager en classe économique fait une crise cardiaque, » dit-elle, sa voix ferme mais teintée d'une urgence palpable. Henri leva les yeux de son journal, un sourcil haussé,
son expression suggérant qu'on venait de lui demander une tâche indigne de son statut. « Une crise cardiaque ?» répéta-t-il, son ton sec et presque moqueur. « Ils auraient dû prévoir un cardiologue avant le décollage, non ?» Un murmure de désapprobation parcourut la cabine, un frisson collectif parmi les passagers qui, jusqu'à présent, avaient préféré détourner le regard. Julien, incapable de contenir la colère qui montait en lui, se pencha légèrement en avant. « Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Alors, faites votre travail !» lança-t-il, sa voix tremblante mais claire, chaque mot chargé d'une indignation qu'il ne pouvait plus réprimer. Les regards convergèrent vers lui et un silence glacial s'installa. Henri tourna lentement la tête, ses yeux plissés par un mélange de dédain et d'irritation. « Toi, petit, tu oses me donner des ordres ?» siffla-t-il, sa voix vibrant d'une arrogance qui semblait ancrée dans des décennies de privilèges incontestés. « Je sauve des vies pendant que des gens comme toi se pavanent dans des costumes hors de prix. » Les mots frappèrent Julien comme une seconde gifle, plus insidieuse, plus douloureuse encore que la première. Il sentit ses poings se serrer, son souffle s'accélérer, mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix féminine s'éleva, fragile mais déterminée. « Papa, arrête !» murmura Claire Dubois, la fille d'Henri, assise à ses côtés. À 25 ans, Claire, doctorante en sociologie à la Sorbonne, avait les joues rosies par la honte. Ses lunettes à monture fine glissaient légèrement sur son nez, et elle triturait nerveusement une mèche de cheveux châtains. « Ce n'est pas le moment, » ajouta-t-elle, jetant un regard implorant à son père. Mais Henri l'ignora, son attention fixée sur Julien, comme un prédateur défié par une proie inattendue. Sophie, voyant la tension monter, s'interposa avec une autorité mesurée. « Docteur, je vous en prie, nous n'avons pas de temps à perdre. Le passager a besoin d'aide maintenant, » insista-t-elle, son regard passant d'Henri à Julien, comme pour supplier ce dernier de ne pas envenimer la situation. Henri soupira bruyamment, un soupir théâtral qui semblait exprimer tout le poids de l'injustice qu'il ressentait à être dérangé. « Très bien, » marmonna-t-il, se levant avec une lenteur calculée, ajustant son veston comme s'il s'apprêtait à entrer en salle d'opération plutôt qu'à répondre à une urgence dans un avion. Mais avant de suivre Sophie, il lança un dernier regard à Julien, un regard chargé de mépris qui semblait dire « Tu n'as pas gagné ». Julien, immobile, sentit une chaleur envahir son corps, un mélange de rage et de frustration. Il voulait crier, exiger des excuses, mais le regard d'Antoine posé sur lui comme une encre le retint. Son père, avec ses tempes grisonnantes et son calme légendaire, secoua légèrement la tête, un geste qui signifiait « Pas maintenant ». À quelques sièges de là, Paul Lefebvre, le journaliste indépendant, observait la scène avec une intensité fébrile. Âgé d'une trentaine d'années, avec ses lunettes rondes et son air concentré, Paul griffonnait dans un carnet, son téléphone toujours à portée de main. Il avait cessé de filmer après l'incident de la gifle, mais il notait chaque détail, chaque mot échangé, comme s'il savait que cette histoire allait dépasser les confins de cet avion. Paul, connu pour ses enquêtes sur les inégalités sociales dans des journaux comme Le Monde et Libération, voyait en Julien une figure emblématique, un homme dont l'histoire pourrait devenir un symbole. Il se pencha vers un autre passager, Étienne Laurent, un homme d'affaires corpulent au costume légèrement froissé. « Vous avez vu ça ?» murmura Paul, son ton à la fois curieux et provocateur. Étienne, qui jusqu'à présent s'était contenté de regarder la scène avec une gêne évidente, hocha la tête. « C'est inacceptable, » marmonna-t-il, mais sa voix manquait de conviction, comme s'il craignait de s'impliquer davantage. Dans la classe économique, l'atmosphère était chaotique. Sophie guida Henri à travers les rangées bondées, où les passagers s'écartaient maladroitement pour laisser passer le chirurgien. Un homme d'une cinquantaine d'années, affalé dans son siège, le visage pâle et en sueur, luttait pour respirer. À ses côtés, sa femme, une femme frêle aux cheveux grisonnants, pleurait doucement, serrant la main de son mari. « S'il vous plaît, sauvez-le » implora-t-elle, sa voix brisée par l'angoisse. Henri s'agenouilla à contre-cœur, son expression trahissant un ennui à peine dissimulé. « Donnez-moi de l'espace » ordonna-t-il, sa voix autoritaire faisant reculer les passagers curieux.
Sophie, qui avait récupéré un défibrillateur portable, restait à ses côtés, prête à assister. Mais l'attitude d'Henri, froide et détachée, contrastait cruellement avec l'urgence de la situation. Il marmonnait des instructions à Sophie, son ton sec, comme s'il s'agissait d'une tâche administrative plutôt que d'une question de vie ou de mort. « Passez-moi le stéthoscope », dit-il, sans un regard pour la femme du patient, qui sanglotait en silence. De retour en première classe, Julien ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui se passait à l'arrière de l'avion. Il se tourna vers son père, dont le calme semblait presque surnaturel. « Comment peut-il être aussi indifférent ?» demanda-t-il, sa voix basse mais chargée d'émotion. Antoine posa son magazine sur ses genoux, ses yeux sombres scrutant son fils. « Julien, il y a des gens qui croient que leur statut les place au-dessus des autres, » répondit-il, sa voix grave et mesurée. « Ils ne voient pas l'humanité, seulement leur propre importance. Mais toi, tu peux choisir comment répondre. Tu peux choisir de montrer qui tu es vraiment. » Julien hocha la tête, mais les mots de son père, bien que pleins de sagesse, ne suffisaient pas à apaiser la tempête qui faisait rage en lui. Il repensait à son enfance, aux leçons d'Antoine sur la dignité, sur la nécessité de naviguer dans un monde où l'on devait toujours prouver sa valeur 2 fois plus que les autres. Mais ici, dans cet avion, face à un homme comme Henri, ces leçons semblaient insuffisantes. Soudain, une voix timide interrompit ses pensées. « Je suis désolé pour ce que mon père a fait, » murmura Claire Dubois, qui s'était approchée de leur rangée. Elle triturait nerveusement une mèche de cheveux, ses yeux évitant ceux de Julien. « Il n'est pas toujours comme ça, je vous assure. Il est juste, sous pression, » ajouta-t-elle, comme si elle cherchait à excuser l'inexcusable. Julien la regarda, partagé entre la colère et une étrange compassion. Claire semblait sincère, mais il ne pouvait ignorer que son père venait de l'humilier devant toute la cabine. « Ce n'est pas à vous de vous excuser, » répondit-il finalement, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Claire hocha la tête, visiblement soulagée, mais elle ne retourna pas immédiatement à son siège. Elle semblait vouloir ajouter quelque chose, mais le retour d'Henri dans la cabine l'en empêcha. Le chirurgien revint, le visage fermé, essuyant ses mains avec une lingette comme s'il voulait effacer toute trace de l'incident. « C'est stabilisé pour l'instant, » annonça-t-il à Sophie, qui le suivait de près, « mais il faudra une équipe médicale à l'atterrissage. » Sa voix était dénuée d'émotion, comme s'il parlait d'une formalité. Sophie acquiesça, le remerciant avec une politesse forcée avant de retourner à ses fonctions. Mais Julien, qui avait observé la scène, ne pouvait plus se taire. Il se leva, ignorant le regard d'avertissement de son père. « Vous avez hésité, » lança-t-il à Henri, sa voix claire et ferme. « Un homme était en train de mourir, et vous avez hésité. Pourquoi? Parce que vous pensez que certaines vies valent moins que d'autres. » La cabine replongea dans un silence tendu. Henri, pris au dépourvu, rougit de colère. « Comment oses-tu » siffla-t-il. « Je sauve des vies tous les jours, gamin. Toi, qu'as-tu fait, à part profiter de l'argent de ton père? » Les mots frappèrent Julien, mais cette fois, il ne se laissa pas intimider. « J'essaie de faire ce qui est juste, » répondit-il, sa voix gagnant en assurance. « Et ça commence par ne pas laisser des gens comme vous décider qui méritent d'être respectés. » Un murmure d'approbation s'éleva parmi quelques passagers, mais d'autres semblaient mal à l'aise, comme si la confrontation les forçait à affronter leurs propres préjugés. Paul Lefebvre, sentant l'opportunité, s'approcha. « Monsieur Moreau, puis-je vous poser une question ?» demanda-t-il, son carnet à la main. Julien, surpris, hésita avant de hocher la tête. « Ce qui vient de se passer ici, pensez-vous que c'est un incident isolé ou le reflet de quelque chose de plus grand? » La question directe et incisive fit réfléchir Julien. Il jeta un coup d'œil à son père, qui l'observait avec une lueur d'encouragement. « Ce n'est pas juste un incident, » répondit-il finalement. « C'est ce que je vis, ce que beaucoup vivent tous les jours, et ça doit changer. » Paul nota rapidement un sourire discret aux lèvres. Il savait qu'il tenait un scoop, mais plus encore, il voyait en Julien une voix capable de résonner bien au-delà de cet avion. Pendant ce temps, Claire, toujours assise à côté de son père, semblait de plus en plus mal à l'aise. Elle échangea un regard avec Sophie, qui revenait de la classe économique, le visage marqué par l'épuisement. « Merci d'avoir agi, »
murmura Sophie à Julien avant de s'éloigner pour préparer l'atterrissage. Mais Julien savait que ce n'était pas fini. Alors que l'avion amorçait sa descente vers San Francisco, il sentit une transformation s'opérer en lui. Il n'était plus seulement le fils d'Antoine Moreau, l'héritier d'un empire. Il était un homme confronté à une injustice, et il avait choisi de ne pas se taire. Lorsque les roues de l'avion touchèrent le tarmac, il sut que ce voyage ne se terminerait pas avec l'atterrissage. La vidéo de Paul, déjà en train de circuler sur les réseaux sociaux, allait déclencher une tempête, et Julien, pour la première fois, était prêt à l'affronter, non pas avec colère, mais avec la force de sa conviction. Lorsque les roues de l'avion Air France touchèrent le tarmac de l'aéroport international de San Francisco, un silence chargé d'électricité enveloppa la cabine de première classe, comme si chaque passager pressentait que ce vol marquerait un tournant. Julien Moreau, la joue encore sensible là où la gifle d'Henri Dubois avait atterri, sentit une clarté nouvelle s'installer en lui, un mélange de colère apaisée et de détermination naissante. Ce n'était pas seulement la fin d'un voyage transatlantique, c'était le début d'une bataille qu'il n'avait pas cherchée, mais qu'il était désormais prêt à mener. La vidéo de l'altercation, capturée par Paul Lefebvre, le journaliste aux lunettes rondes et au regard acéré, s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, déclenchant une tempête médiatique qui allait bientôt secouer la France entière. En quelques heures, les images d'Henri, chirurgien thoracique respecté, frappant Julien, un jeune entrepreneur noir, fils d'un milliardaire philanthrope, avaient été vues par des millions de personnes. Les hashtags « et Justice pour Julien » et « contre le racisme » envahissaient Twitter, tandis que les journaux en ligne de Libération à Le Figaro publiaient des articles enfiévrés, certains condamnant l'acte, d'autres questionnant les circonstances. Julien, en descendant de l'avion, n'était plus seulement le fils d'Antoine Moreau, l'héritier d'un empire technologique. Il était devenu, malgré lui, un symbole, une voix pour ceux qui, jour après jour, affrontaient les regards méprisants, les murmures à peine voilés, les gestes d'exclusion dans une société française qui se targuait d'égalité, tout en luttant contre ses propres contradictions. La sortie de l'avion fut chaotique. Les passagers, mal à l'aise, récupéraient leur bagage à main, évitant soigneusement le regard de Julien. Sophie Martin, l'hôtesse de l'air dont le professionnalisme avait maintenu un semblant d'ordre pendant le vol, s'approcha de lui, son sourire fatigué trahissant une émotion sincère. « Monsieur Moreau, je suis profondément désolée pour ce qui s'est passé, » murmura-t-elle, sa voix tremblante malgré son effort pour rester composée. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Julien, touché par sa sollicitude, hocha la tête. « Merci, Sophie. Vous avez fait plus que votre devoir, » répondit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait cru possible après une telle épreuve. Sophie, avec son chignon impeccable et son uniforme bleu marine parfaitement repassé, semblait porter le poids de l'incident sur ses épaules. En 20 ans de service, elle avait vu des disputes, des crises, des urgences médicales, mais jamais une telle explosion de haine dans l'espace confiné d'une cabine de première classe. Elle s'éloigna pour superviser le débarquement, mais son regard croisa celui de Julien une dernière fois, comme une promesse silencieuse de soutien. À quelques sièges de là, Claire Dubois, la fille d'Henri, était assise, les yeux fixés sur le sol, triturant nerveusement ses lunettes à monture fine. Son visage, marqué par une honte qu'elle ne pouvait dissimuler, trahissait un conflit intérieur. Son père, Henri, était entouré par 2 agents de sécurité de l'aéroport, venus à la demande du capitaine pour gérer la situation. Henri, fidèle à son arrogance, ajustait son veston en marmonnant des protestations. « C'est une exagération ridicule », lança-t-il à l'un des agents, son ton vibrant d'une indignation qu'il semblait sincèrement ressentir. « Ce garçon m'a provoqué. » Claire, incapable de supporter la scène plus longtemps, se leva et s'approcha de Julien, ses joues rosies par l'émotion. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes contenues. « Ce que mon père a fait, c'est impardonnable. Je suis tellement désolée. » Julien, partagé entre la colère qui couvait encore en lui et une compassion inattendue, la regarda longuement. « Ce n'est pas à vous de porter son fardeau, » répondit-il finalement, sa voix ferme mais dénuée de rancune. Claire hocha la tête, incapable de trouver les mots pour répondre, et retourna à son siège, le cœur lourd,
consciente que cet incident allait redéfinir sa relation avec son père. Antoine Moreau, quant à lui, observait son fils avec une fierté discrète, presque imperceptible. À 60 ans, avec ses tempes grisonnantes et son regard perçant, Antoine était un homme qui avait bâti un empire technologique à partir de rien, défiant les préjugés et les obstacles d'une société française souvent réticente à accepter des hommes comme lui dans ses cercles les plus exclusifs. Il avait appris à naviguer dans ces eaux troubles avec une dignité inébranlable, transformant chaque affront en carburant pour avancer. Mais en regardant Julien, il voyait une nouvelle génération, une fougue différente, une détermination qui ne se contentait pas de survivre, mais qui cherchait à changer les règles du jeu. « Tu as bien réagi », murmura-t-il à son fils alors qu'ils traversaient le terminal, leurs valises à la main, escortés par leurs 2 gardes du corps. « Mais ce n'est que le début. Ce que tu fais maintenant définira qui tu es. » Julien acquiesça, sentant le poids de ces mots. Il n'était pas seulement question de lui, mais de tous ceux qui voyaient en cet incident un reflet de leur propre lutte, des humiliations quotidiennes qu'ils enduraient en silence. À l'aéroport, la nouvelle de l'incident s'était répandue comme une traînée de poudre. Des journalistes locaux, alertés par la vidéo virale, attendaient à la sortie de la zone de débarquement, leurs caméras prêtes à capturer chaque instant. Paul Lefebvre, qui avait publié la vidéo sur son compte Twitter, était déjà en contact avec des rédactions parisiennes, promettant un article détaillé pour Le Monde sur ce qu'il qualifiait de « moment charnière pour la France ». Julien, escorté par ses gardes du corps, sentit une vague d'anxiété l'envahir. Il n'avait jamais cherché la lumière des projecteurs, préférant travailler dans l'ombre de son père, développant des start-up technologiques qui combinaient innovation et impact social. Mais maintenant, il n'avait plus le choix. La vidéo, vue par des millions de personnes en quelques heures, l'avait propulsé au centre d'une conversation nationale sur le racisme, le privilège et la responsabilité. Alors qu'il passait devant les caméras, un journaliste cria « Monsieur Moreau, un commentaire sur l'incident ?» Julien s'arrêta, hésitant, puis se tourna vers la foule. « Ce n'est pas juste mon histoire, » dit-il, sa voix claire malgré la fatigue. « C'est l'histoire de trop de gens qui doivent se battre pour être respectés. Ça doit changer. » Ces mots, simples mais puissants, furent repris en boucle par les médias, amplifiant l'impact de l'incident. De retour à Paris, quelques jours plus tard, Julien et Antoine se retrouvèrent dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement, un bâtiment élégant aux façades haussmanniennes, orné de balcons en fer forgé et de boiseries intérieures raffinées. C'était un havre de paix, un refuge où ils pouvaient échapper au tumulte du monde extérieur. Mais même ici, la tempête médiatique ne s'était pas calmée. Les chaînes d'information, de BFM TV à France 24, diffusaient en boucle des extraits de la vidéo, accompagnés de débats animés sur le racisme systémique en France. Des associations comme SOS Racisme et le CREN, Conseil représentatif des associations noires de France, avaient publié des communiqués condamnant l'acte d'Henri Dubois et appelant à des réformes plus profondes. Julien, assis dans le salon, parcourait les messages sur son téléphone. Des inconnus lui écrivaient, certains pour le soutenir, d'autres pour l'insulter, l'accusant de jouer la carte de la race ou de chercher la célébrité. « Ils ne comprennent pas », murmura-t-il à son père, qui sirotait un café, le regard perdu dans les jardins impeccables visibles par la fenêtre. « Ils ne comprendront jamais s'ils ne sont pas confrontés à la vérité, » répondit Antoine, sa voix grave et posée, teintée d'une sagesse forgée par des décennies d'épreuves. « Mais toi, tu peux leur montrer le chemin. » C'est alors que Julien prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il ne pouvait pas rester silencieux. La gifle d'Henri Dubois n'était pas seulement une attaque personnelle. C'était un symptôme d'un mal plus profond, d'une société française qui, malgré ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, continuait de marginaliser ceux qui ne correspondaient pas à une certaine image. Avec l'aide de son père, Julien contacta Égalité pour tous, une association parisienne dédiée à la lutte contre les discriminations. Ensemble, ils décidèrent d'organiser un forum public au Palais des Congrès, un événement où des victimes de racisme pourraient partager leurs histoires et où des solutions concrètes pourraient être proposées. Julien, bien que réticent à l'idée de devenir une figure publique, savait qu'il ne pouvait plus se contenter d'agir en coulisses.
Si je ne parle pas maintenant, qui le fera? Confia-t-il à son père, une lueur de détermination dans les yeux. Antoine, avec un sourire rare, posa une main sur son épaule. Tu es prêt, Julien. Tu l'as toujours été. La préparation du forum fut un tourbillon d'activités. Julien, habitué à gérer des projets technologiques, se retrouva plongé dans un monde de logistique, de relations publiques et de politique. Il collabora avec des militants, des avocats, des sociologues et même des artistes pour créer un événement qui serait à la fois un espace de dialogue et un appel à l'action. Claire Dubois, qui avait pris contact avec lui après le vol, proposa son aide. En tant que doctorante en sociologie, elle avait étudié les dynamiques raciales en France et voyait dans le forum une opportunité de contribuer à un changement tangible. « Je ne peux pas effacer ce que mon père a fait », lui dit-elle lors d'une réunion dans un café du Marais, ses yeux brillants de conviction. « Mais je peux essayer de réparer, à ma manière. » Julien, impressionné par sa sincérité, accepta son aide. Claire devint une alliée précieuse, rédigeant des analyses pour le forum et mobilisant des universitaires pour enrichir les discussions. Sophie Martin, l'hôtesse de l'air, fut également impliquée. Elle accepta de témoigner publiquement de ce qu'elle avait vu à bord, offrant un point de vue unique sur l'incident. Lors d'une rencontre avec Julien, dans un bureau prêté par Égalité pour tous, elle partagea son propre parcours. « J'ai grandi dans une petite ville en Normandie », raconta-t-elle, son accent doux contrastant avec la force de ses mots. « J'ai vu comment les gens jugent ceux qui sont différents. Ce que vous faites, Julien, c'est important, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui se sentent invisibles. » Ces mots touchèrent Julien, lui rappelant que son combat n'était pas seulement personnel, mais collectif. Le jour du forum arriva, et le palais des congrès était rempli d'une foule diverse. Des militants, des étudiants, des professionnels, des familles, tous réunis pour écouter et être entendus. Julien, vêtu d'un costume bleu marine signé Lanvin, monta sur scène sous les applaudissements d'une salle comble. Il parla avec une éloquence naturelle, racontant non seulement l'incident du vol, mais aussi les innombrables moments de sa vie où il avait dû prouver sa valeur, justifier sa présence, surmonter les regards méfiants. « Ce n'est pas juste mon histoire », déclara-t-il, sa voix résonnant dans l'immense salle, amplifiée par une conviction qui semblait grandir à chaque mot. C'est l'histoire de millions de personnes qui, chaque jour, doivent se battre pour être vues, entendues, respectées. Nous ne demandons pas la charité, nous demandons la justice. La foule, émue, applaudit à tout rompre, certains se levant pour ovationner. Parmi les spectateurs, Sophie était présente, les larmes aux yeux, fière d'avoir été témoin de la dignité de Julien dans l'adversité. Claire, assise aux côtés de sa mère, Marie Dubois, sentit une lueur d'espoir naître en elle. Marie, qui avait passé des années à défendre son mari, commençait à remettre en question ses propres certitudes, bouleversée par les témoignages qu'elle entendait. Les témoignages qui suivirent furent poignants. Une jeune femme, Aïssa, raconta comment elle avait été refusée pour un emploi malgré ses qualifications, simplement à cause de son prénom. Un homme, Moussa, parla des contrôles de police à répétition dans son quartier de la Goutte d'Or. Une mère, Fatima, décrivit son angoisse pour ses enfants, confrontés à des insultes racistes à l'école. Chaque histoire, différente mais liée par un fil commun, révélait l'ampleur du racisme en France, des micro-agressions quotidiennes aux discriminations systémiques. Julien, en écoutant, sentit une responsabilité nouvelle peser sur ses épaules. Il n'était plus seulement un symbole, il était un catalyseur, un homme qui, par son courage, donnait à d'autres la force de parler. Henri Dubois, de son côté, faisait face à un déluge de conséquences. La vidéo virale avait provoqué un tollé dans les cercles médicaux parisiens. L'hôpital où il exerçait l'avait suspendu et l'Ordre des médecins envisageait des sanctions. Des collègues, autrefois admiratifs, prenaient leur distance, tandis que des pétitions circulaient pour demander sa radiation. Henri, cloîtré dans son appartement du 7e arrondissement, un duplex élégant donnant sur la tour Eiffel, refusait d'admettre sa faute. « C'est une chasse aux sorcières », fulminait-il lors d'une conversation avec sa femme Marie. « Ce garçon m'a provoqué, et maintenant je suis la victime. » Mais Marie, pour la première fois,
ne le défendit pas. Elle avait vu la vidéo, entendu les témoignages au forum, lu les articles. « Henri, tu as blessé quelqu'un, dit-elle, sa voix tremblante. Pas seulement Julien, mais tout ce qu'il représente. Tu dois le reconnaître. » Henri, ébranlé par les mots de sa femme, resta silencieux, son orgueil vacillant pour la première fois. Claire, quant à elle, s'éloignait de plus en plus de son père. Elle s'était engagée pleinement dans le forum, travaillant avec Julien pour organiser des ateliers éducatifs dans les écoles et les universités. Lors d'une confrontation tendue avec Henri, elle lui lança « Papa, tu ne vois pas que tu as renforcé un système qui fait du mal. Tu as le pouvoir de changer, mais tu choisis de t'accrocher à ton orgueil. » Ces mots, prononcés avec une colère contenue, marquèrent un tournant. Henri, pour la première fois, sembla réfléchir, mais son silence était plus révélateur que n'importe quelle réponse. Pendant ce temps, Antoine observait l'évolution de son fils avec une fierté croissante. Lors d'une soirée tranquille dans leur hôtel particulier, il prit Julien à part. « Tu sais, j'ai vécu un moment comme le tien, » confia-t-il, son regard perdu dans ses souvenirs. « J'avais ton âge, peut-être un peu plus jeune. Un homme dans un restaurant chic de Paris m'a dit que je n'avais pas ma place là-dedans. J'ai choisi de me taire, de continuer, de prouver ma valeur par mon travail. Mais toi, tu choisis de parler, et je suis fier de toi. » Ces mots touchèrent Julien plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Il avait toujours admiré son père, cet homme qui avait surmonté tant d'obstacles pour devenir une figure incontournable de la société française. Mais entendre qu'Antoine voyait en lui une continuation, une évolution de son propre combat, lui donna une force nouvelle. Le forum marqua un tournant, non seulement pour Julien, mais pour la société française. Les médias, d'abord attirés par le scandale, commencèrent à couvrir les solutions proposées. Des programmes éducatifs pour sensibiliser les jeunes, des réformes pour diversifier les conseils d'administration, des campagnes nationales contre les discriminations. Julien, avec l'aide de son père et d'Égalité pour tous, lança une initiative pour financer des bourses destinées à des jeunes issus de milieux marginalisés, une façon de transformer sa douleur en opportunité pour d'autres. Il baptisa l'initiative L'Avenir pour tous, un nom qui reflétait son espoir d'un futur plus inclusif. Julien devint une figure incontournable du débat public. Il apparaissait dans des émissions comme Quotidien et C'est à vous, où il parlait avec une éloquence qui surprenait même ses proches. Mais il restait fidèle à ses racines, refusant de se laisser emporter par la célébrité. Il continuait de travailler sur ses projets technologiques, collaborant avec des start-up pour développer des solutions numériques accessibles aux communautés défavorisées. Sophie, qui était restée en contact avec lui, devint une alliée précieuse, témoignant lors d'audiences publiques sur la sécurité dans les transports. Claire, quant à elle, poursuivit ses recherches universitaires, publiant un article remarqué sur les dynamiques raciales en France, inspiré par l'incident du vol. Henri, sous la pression croissante, publia finalement une déclaration publique, un texte soigneusement rédigé par ses avocats, où il exprimait des regrets sans reconnaître pleinement sa faute. Mais pour Julien, cela n'avait plus d'importance. Ce n'était pas la chute d'Henri qui comptait, mais ce qui naissait de cet incident. Un mouvement, une conversation, une prise de conscience. Lors d'une promenade le long de la Seine, un soir d'automne, Julien et Antoine s'arrêtèrent près du pont Alexandre III, contemplant les lumières de Paris scintiller sur l'eau. « Tu sais, papa, je ne voulais pas de tout ça, » murmura Julien, son souffle formant de petits nuages dans l'air frais. « Mais je ne peux plus reculer. » Antoine posa une main sur son épaule, un sourire rare éclairant son visage. « Tu n'as jamais reculé, Julien. Tu as juste trouvé ta voie. » Ce moment, cette gifle, ce vol n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'un héritage. Julien avait appris que le véritable pouvoir n'était pas dans la vengeance, mais dans la capacité à transformer la douleur en progrès. Il marcha aux côtés de son père, le cœur léger, prêt à affronter les défis à venir. Paris, avec ses contradictions et ses promesses, s'étendait devant lui, et pour la première fois, il se sentait à sa place, non pas comme un intrus, mais comme un acteur du changement, un homme dont la voix résonnerait pour les générations à venir. L'histoire de Julien Moreau dans l'écho d'un gifle n'est pas seulement une chronique d'un incident isolé à bord d'un vol Air France. C'est un miroir tendu à la société française,
révélant des vérités inconfortables sur le racisme, le privilège et la responsabilité individuelle. En tant que spectateur de ce récit poignant, je me suis retrouvé immergé dans une réflexion profonde sur la manière dont les préjugés, souvent masqués sous des apparences de respectabilité, continuent de façonner nos interactions quotidiennes. À travers le parcours de Julien, son père Antoine, et des personnages comme Claire, Sophie et Paul, cette histoire offre des leçons précieuses, non seulement pour comprendre les dynamiques sociales en France, mais aussi pour appliquer ces enseignements dans nos propres vies, dans un esprit fidèle aux valeurs françaises d'égalité, de fraternité et de justice. Le premier sentiment qui m'a envahi en suivant cette histoire est une indignation mêlée d'empathie. La gifle infligée à Julien par Henri Dubois, un homme respecté, chirurgien de renom, n'était pas seulement un acte de violence physique, c'était une manifestation brutale d'un racisme profondément enraciné. En France, où l'idéal républicain proclame que tous les citoyens sont égaux, cet incident rappelle que les préjugés persistent, même dans les espaces les plus privilégiés, comme la première classe d'un avion. J'ai ressenti une colère sourde face à l'arrogance d'Henri, qui croyait pouvoir juger la valeur d'une personne sur la base de sa couleur de peau. Mais plus encore, j'ai été touché par la dignité de Julien, qui, malgré l'humiliation, a choisi de répondre avec retenue et courage. Cette retenue, guidée par les conseils d'Antoine, reflète une valeur profondément française. La maîtrise de soi, l'élégance dans l'adversité, une qualité que l'on retrouve dans les figures littéraires comme Cyrano de Bergerac ou dans l'éthique stoïque prônée par des penseurs comme Montaigne. Une des leçons les plus marquantes de cette histoire est l'importance de la résilience face à l'injustice. Julien, fils d'un homme qui a surmonté d'innombrables obstacles pour bâtir un empire, aurait pu céder à la colère, répondre à la violence par la violence. Pourtant, il a choisi une voie plus difficile, celle de la réflexion et de l'action constructive. Cette décision résonne avec une maxime française bien connue. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais ici, Julien ne cherche pas la vengeance, il cherche la transformation. En organisant le forum au Palais des Congrès, il transforme une douleur personnelle en un mouvement collectif, donnant une voix à ceux qui, comme lui, ont été marginalisés. Cette leçon m'a profondément marqué. Dans nos propres vies, face aux injustices, qu'elles soient grandes ou petites, nous avons le choix de réagir avec amertume ou de canaliser notre énergie pour créer un changement positif. Que ce soit en dénonçant une remarque discriminatoire au travail, en soutenant une cause sociale ou en éduquant notre entourage, chaque geste compte. Un autre aspect qui m'a frappé est le rôle des alliés dans la lutte contre le racisme. Claire Dubois, la fille d'Henri, incarne cette figure complexe. Tiraillée entre la loyauté familiale et la reconnaissance de l'injustice, elle choisit finalement de s'opposer à son père et de rejoindre le combat de Julien. Son parcours illustre une vérité essentielle. Le changement ne vient pas seulement des victimes de l'injustice, mais aussi de ceux qui, depuis une position de privilège, choisissent de remettre en question leurs propres préjugés. En France, où l'on valorise le débat intellectuel et la responsabilité collective, l'exemple de Claire nous rappelle que chacun, quelle que soit sa position, a un rôle à jouer. J'ai repensé à des moments de ma propre vie où j'ai été témoin de commentaires ou d'attitudes discriminatoires et où j'ai hésité à intervenir, par peur de créer un malaise. Cette histoire m'a appris qu'un silence complice est presque aussi nuisible qu'une action malveillante. Comme Claire, nous devons avoir le courage de parler, même lorsque cela est inconfortable. Sophie Martin, l'hôtesse de l'air, m'a également inspiré. Son professionnalisme face à une situation chaotique, son empathie envers Julien, et son témoignage ultérieur montre que les héros ne sont pas toujours ceux qui occupent le devant de la scène. Dans la culture française, où l'on célèbre souvent les figures discrètes mais essentielles, comme les fonctionnaires dévoués ou les artisans méticuleux, Sophie incarne cette force tranquille. Elle m'a rappelé que les petites actions, comme un mot de soutien ou un geste de solidarité, peuvent avoir un impact profond. Dans ma propre vie, j'ai pris l'engagement d'être plus attentif à ceux qui m'entourent, d'offrir un soutien tangible, même dans des situations où je ne suis qu'un observateur. Que ce soit en défendant un collègue victime d'une injustice ou en écoutant activement les expériences d'un ami, ces gestes renforcent le tissu social qui fait la force d'une communauté.
L'histoire d'Antoine Moreau, le père de Julien, m'a également offert une leçon sur la transmission et la mémoire. En révélant à son fils qu'il avait lui-même vécu une humiliation similaire dans sa jeunesse, Antoine montre que le combat contre le racisme est une lutte de longue date, transmise de génération en génération. Cette scène, empreinte de gravité et de tendresse, évoque la tradition française de l'éducation humaniste, où les parents transmettent non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs. Antoine, en encourageant Julien à parler là où lui-même avait choisi le silence, incarne l'idée que chaque génération peut aller plus loin, apprendre des erreurs du passé pour construire un avenir meilleur. Cela m'a poussé à réfléchir à ma propre responsabilité envers ceux qui viendront après moi. Comment puis-je, par mes actions, poser les bases d'une société plus juste? Peut-être en éduquant mes enfants ou mes proches sur l'importance de l'inclusion, en partageant des histoires comme celle de Julien, ou en m'engageant dans des initiatives communautaires. Enfin, l'histoire met en lumière la puissance des médias et de la voix collective. Paul Lefebvre, le journaliste, transforme un incident isolé en un catalyseur de débat national grâce à sa vidéo. Dans une France où la presse joue un rôle central dans la formation de l'opinion publique, cet exemple montre comment une seule action peut déclencher une prise de conscience massive. Cela m'a rappelé l'importance de s'exprimer, que ce soit par un article, un post sur les réseaux sociaux ou une conversation. Dans ma propre vie, j'ai pris l'habitude de partager des idées ou des histoires qui me touchent, non pas pour chercher la gloire, mais pour contribuer à un dialogue plus large. Comme Paul, nous pouvons tous être des messagers du changement, amplifiant les voix qui méritent d'être entendues. En conclusion, l'écho d'un gifle est plus qu'une histoire, c'est un appel à l'action. Julien Moreau nous enseigne que face à l'injustice, nous avons le choix, rester silencieux ou nous lever pour défendre ce qui est juste. Claire nous montre que le courage peut naître même dans les moments de doute. Sophie nous rappelle que l'empathie et l'action discrète sont des forces puissantes, et Antoine nous apprend que chaque combat s'inscrit dans une histoire plus vaste, celle d'une humanité qui aspire à mieux. Appliquons ces leçons dans nos vies. Soyons attentifs aux injustices autour de nous. Soutenons ceux qui luttent, et n'ayons pas peur de parler, même lorsque c'est difficile. La France, avec ses idéaux de liberté et d'égalité, nous invite à être des acteurs de ce changement, pas seulement des spectateurs. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir ou à agir, alors rejoignez le mouvement. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour amplifier cette conversation essentielle. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui donnent du sens à notre monde. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, vos expériences ou vos idées pour une société plus juste. Ensemble, faisons entendre nos voix et construisons un avenir où chacun a sa place. À vous de jouer.